Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois tout seul malheureusement pour parler de WrestleMania Backlash. Donc je viens à peine de terminer le show. J'enregistre actuellement cette vidéo le lendemain de WrestleMania Backlash. Voilà, donc on est le 17, il est actuellement 16h10. Donc, comme je l'ai dit, je serai tout seul à enregistrer cette vidéo. Monsieur Vipé ne fera pas son retour tout de suite. Peut-être, je pense, d'ici peut-être quelques jours, voire la fin de la semaine. Sachant que d'ici la fin de la semaine, je posterai une vidéo, ce sera un achat du moment qu'on a effectué chez lui. Alors, le truc qu'il y a, c'est que histoire d'être sûr, d'être en raccord avec ce que je vais dire maintenant, la vidéo achat du moment a été enregistrée avant celle que je suis en train de vous dire en ce moment, là, au moment où je vous parle. Donc voilà, donc il sera là, il sera avec moi dans la vidéo. Mais voilà, ça a été enregistré avant, c'est pour ça qu'il était là. Mais voilà, les événements personnels qui lui sont arrivés, voilà, sont arrivés quelques temps, même pas quelques heures après la vidéo qu'on a faite entre nous. Donc voilà, donc cette vidéo se verra quand même le jour, elle arrivera normalement d'ici la fin de semaine. Voilà, ce sera un achat du moment, vous le verrez, j'espère que ça vous plaira. Bref, du coup aujourd'hui, alors avant de commencer, je tiens à faire remarquer que l'un d'entre vous en commentaire m'a signalé, je me souviens plus du ton pseudo, je crois que tu t'appelais Owens for Life, je crois. Donc oui, merci à toi, effectivement tu m'as corrigé parce que dans la preview j'ai pas arrêté de dire que le show était à 2h du matin sur le network, ce qui était strictement faux. Voilà, c'était bien 1h du matin, il y avait le kick-off à minuit. Alors je crois que je me suis corrigé en fin de vidéo, voilà, mais merci à toi quand même de m'avoir corrigé néanmoins. Espérant que personne n'a attendu 2h du matin pour le commencer. Bref. Du coup, aujourd'hui on va parler WrestleMania Backlash, donc je suis tout seul pour en parler, c'est pas grave, on va faire comme on peut. On va commencer tout de suite. Alors je n'ai pas vu le kick-off, voilà, pour tout simplement, je ne l'ai pas vu, tout simplement parce que voilà, je n'y ai pas vraiment pensé, puis si c'était pour regarder un match ou juste des petites interventions pour le titre 24/7, ça ne m'intéresse pas. Donc on va commencer sans plus attendre avec l'opener de ce WrestleMania Backlash qui était le triple menace pour le titre féminin du roster Raw, le titre féminin de Raw, entre l'actuelle et du coup toujours championne Rhea Ripley qui défendait contre Asuka et Charlotte Flair. Donc comme d'habitude j'ai fait ma petite liste avec les différents points que je vais vous énumérer histoire de rentrer un peu plus dans les détails du match. Et comme je dis toujours, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez et à me contredire si jamais vous avez si vous pensez le contraire. Donc, alors premier point que j'ai noté concernant ce match, j'ai globalement dit que j'arrivais toujours pas à croire qu'on a ajouté Charlotte juste parce que c'est Flair, et quelque chose qui m'avait profondément, comment dire, j'avais trouvé ça totalement débile. C'était sur le fait que on suspend Charlotte. Alors si on suspend une personne, généralement c'est pour une longue durée. Là, comme je le pensais, peut-être, je sais plus si je l'ai dit dans la preview, j'ai une mémoire de poisson rouge. Là, ce que je trouve totalement débile, c'est que on n'a pas spécialement, enfin, c'est pas spécialement respecté ça. C'est que on attaque un arbitre, ok, c'est storyline, c'est tout ce que vous voulez, et puis finalement Sonya Deville qui a rien fait. Bon allez, excuse-toi, vas-y, c'est bon. Voilà, et puis Charlotte après qui dit ouais, moi je suis une Flair, je suis obligé d'être dans le match de championnat, et nanana. Et oui, comme je l'ai dit dans la preview, c'est vrai que Charlotte, qu'on l'aime ou pas, moi je la déteste, hein, même à l'époque où elle était face, je la détestais, mais qu'on l'aime ou pas, il faut avouer que ça apporte quand même quelque chose dans la division féminine. Sauf que apporter quelque chose d'une manière normale, en méritant sa place, et apporter quelque chose parce que on est une fille Flair, parce qu'on fait ça, je vais rester poli, et que bon voilà, j'ai trouvé ça vraiment pète burne. Donc déjà, même avant que le match commence, déjà j'étais pas spécialement motivé pour le regarder, et quand j'ai vu que c'était l'opener, je me suis dit bon bah allons-y, hein, qu'est-ce qu'on risque après tout. Donc du coup, voilà, le match a commencé, et premier point que j'ai remarqué, c'est que pour moi, Charlotte Flair était aux couleurs de Lacey Evans. Alors au niveau de la tenue, peut-être vous serez d'accord ou pas avec moi, j'ai remarqué, je sais pas pourquoi, dès que je l'ai vu rentrer, pas spécialement la tenue qu'elle avait voilà, qu'elle portait pour rentrer, mais la tenue qu'elle aura pendant toute la durée du combat, les couleurs de sa tenue m'ont fait énormément penser à Lacey Evans. Donc voilà, c'était un petit point... voilà, sans trop d'importance. Par contre, autre point, j'ai marqué question in-ring, un peu de changement ferait beaucoup de bien, sachant que Asuka, Asuka on la respecte plus, on en a plus rien à faire de toute façon. Et puis
comme je le disais, oui, je l'évoquerai peut-être dans un podcast, mais j'attendrai que Monsieur Vipé revienne. Sur le point que il y a eu du changement dans la division féminine. Même la division féminine, pareil, qui a eu des nouvelles championnes très récemment. Et là, pour les titres, pour les titres simples, on va dire, les titres pour une seule personne, que ce soit Arrow ou à SmackDown, voilà, il y a eu du changement, que ce soit Rhea Ripley, Arrow ou Bianca Belair à SmackDown, on évoquera le match contre Bayley un peu plus tard dans la soirée. C'est bien qu'il y ait du changement, on apporte de la nouveauté, on apporte beaucoup de choses pour essayer de diversifier cette division par équipe qui en a mortellement besoin dans mon simple avis. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Mais je pense que là, on sera peut-être d'accord sur le sujet qu'il y a vraiment besoin de renouveau et même de changer les habitudes qu'on a eu in-ring. Parce que voir du Bayley, voir du Sasha Banks, voir du Charlotte Flair, et bon voilà, et même Asuka, je pense que ça commence à rentrer là-dedans. Ça gonfle un peu de voir globalement toujours les mêmes choses, on va pas se le cacher. Elle a pris en 8 de Charlotte, qu'est-ce qu'elle a fait pendant le match? Oh mon dieu, elle a fait un saut à l'extérieur du ring. Voilà, on sait très bien que ça le fait à chaque fois, surtout c'est un triple menace, on le fait sur les deux en même temps. C'est du grand classique, voilà, c'est vraiment du grand classique et c'est ce genre de choses qui me gonfle, c'est que il n'y a pas de grande évolution in-ring, il n'y a pas de grosses nouveautés. Alors oui, c'est peut-être compliqué d'apprendre d'avoir une nouvelle liste de coups, enfin bref. Ouais, peut-être que ce que je veux dire, mais voilà, moi ça m'a gonflé de voir toujours les mêmes choses et c'est pour ça que je suis content de plus voir Sasha Banks et qu'on va pour le premier cas, c'est ce qui va se passer avec Bayley, à mon avis ça va continuer. Charlotte c'est loin d'être terminé vu le match, la tournure de laquelle ça l'a pris. Et voilà, et comme je le disais, un peu de changement ferait beaucoup de bien parce qu'on est habitué à voir toujours les mêmes choses, toujours les mêmes prises, toujours les mêmes gimmicks. Et surtout si vous n'aimez pas Charlotte comme moi, c'est vraiment agaçant de regarder ça. Sachant qu'après voilà, il n'y a rien eu d'extraordinaire, voilà la fameuse entre guillemets tour infernal, la double souplex du haut de la troisième corde, c'est un grand classique du triple menace, voilà, on va pas se le cacher, il n'y a rien de neuf. Et puis qu'est-ce que je note à la fin, voilà, à jamais Asuka. Merci d'avoir pris le pin et surtout pourquoi Charlotte n'a pas cassé le pin final. Alors je n'ai pas compris vraiment, c'est que en fait au moment où Rhea Ripley a fait sa prise de finition sur sur Asuka, parce que c'était évidemment sûr à 100% que c'était Asuka qui allait prendre le pin, j'ai pas compris pourquoi. En fait il me semble que Charlotte était sur le bord du ring, qu'elle avait même mis un coup à Asuka pour justement qu'elle revienne sur Rhea Ripley, et je me suis dit pour moi ça me semblait logique qu'elle avait peut-être le temps de revenir pour casser la prise, alors que finalement non. Alors je sais pas si c'était voulu ou si c'est moi qui ai mal compris, mais je sais pas, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et bon, après voilà, dans tous les cas, comme je disais, je n'attendais rien de ce match, je me suis plus fait chier qu'autre chose. C'était pas spécialement dégueu, mais comme je le disais, voilà, on en a trop vu du classique, et puis voilà, là, de ce qu'on a vu à la fin, pour Asuka, elle va prendre une petite pause à mon avis, elle a bien mérité. Et peut-être revenir un peu plus tard, mais là ouais, c'est sûr que Rhea Ripley et Charlotte ça va continuer pendant encore un bon moment. Donc voilà, donc victoire à la fin de Rhea Ripley, et on espère que d'avoir un peu plus de divertissement dans le roster féminin du show rouge. Deuxième match de la soirée, on va aller faire dans l'ordre cette fois-ci, pas comme dans les previews où en même temps on n'a pas l'ordre des matchs, à savoir comme je l'avais dit dans la preview, un petit feel good moment aurait été bien, et bien on l'a eu ce feel good moment. C'était donc Robert Roode et Dolph Ziggler qui défendaient contre Rey Mysterio et Dominic, sachant que j'ai appris en regardant le show qu'il voilà, il y a eu une attaque backstage de Robert Roode et Ziggler sur Dominic Mysterio. Voilà, donc techniquement le match a commencé sur du 2v1, voilà, Rey Mysterio était tout seul. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'attaque de Dodo backstage, j'ai commencé à craindre un peu pour mon pronostic. Et finalement, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas un petit truc pour faire genre, ouais, il est blessé, mais il va revenir pour aider son père, mode héros. Donc d'un côté, je m'étais un petit peu inquiété sur mon pronostic, je me rapproche du micro. Mais de l'autre, voilà, je me suis dit, bon, s'il faut, c'est peut-être une bonne chose. Donc finalement... j'ai trouvé le match plutôt sympathique, un Rey Mysterio très combatif, on va pas se le cacher, voilà, qui se dégageait relativement bien de ses prises, qui s'est très bien défendu quand même pour du 2v1. Et généralement le 2v1 on a un peu peur que ça tourne en rond, que ce soit toujours du même côté, et même que pour tout seul je l'ai trouvé que c'est vachement bien débrouillé, c'était assez sympa. Il y a eu des enchaînements de prises, voilà, du 2 contre 1 qui était
pas si mauvais, j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Et alors quoique quand j'ai vu Dodo arriver, j'ai eu un peu peur parce que pendant un moment je crois qu'il va se mettre dans le coin pour faire le changement, et puis on va voir Rey Mysterio qui va lui dire ouais qu'est-ce que tu fais là, t'es blessé, t'es pas censé être là. Et j'ai eu un peu peur parce que je sais pas s'il y a eu un tombé retourné ou une prise où il s'est dégagé, et j'avais peur que ça se termine là-dessus, ça aurait été vraiment totalement con. Mais pour ça du coup quand je l'ai vu arriver j'ai eu un peu peur. Autre chose sur le match, oui, quelque chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'il y a eu pas mal de hot tags finalement, que ce soit que quand Rey Mysterio rentrait ou quand Dominique est rentré, mais les hot tags étaient vite terminés quoi. C'est que généralement ça arrivait, il faisait une ou deux prises et finalement, une ou deux prises rapides, ça enchaînait. Et après par exemple je me souviens que Robert Roode voilà, a vite calmé Dominique avec un Spinebuster, il a séché au sol. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre voilà, d'essayer de faire un petit feel good moment et que finalement, enfin un hot tag pardon, et que voilà ce soit vite calmé en mode ouais gamin, t'enjailles pas trop, je te rappelle qu'on est censé t'avoir blessé donc t'es pas censé être au top. Bon voilà, j'aurais bien aimé plutôt un hot tag vraiment où il garde l'avantage pendant un petit moment, mais en vue de ce qui s'est passé à la fin, on a eu un beau finish et je suis quand même très content de ce finish. De toute façon je l'avais pronostiqué pour moi de nouveau champion. Et c'est vrai que c'est les premiers champions par équipe de l'histoire, père-fils, chez VVE. C'était vraiment une très belle image. Là, on repensait beaucoup à ce qui s'était passé il y a des années où un certain petit Dominique Mysterio était monté sur le ring pour aller voir son papa. Et c'était son papa qui l'avait porté sur les épaules. Et je me souviens de cette image qui était assez forte. J'ai trouvé quand même vachement belle. Et là, de les voir maintenant champion par équipe, c'est vrai que ça peut faire quelque chose. Donc j'ai été globalement assez content de ce qui s'était passé. Et puis voilà, puis comme je dis, franchement le match était pas dégueu. Pour du 2v1 généralement, comme je le dis, on s'attend toujours à avoir un match qui tourne dans un seul sens. Et pas tant que ça, j'ai trouvé vachement bien. J'irais peut-être pas dire que c'était le match de la soirée, mais il était globalement sympa. Voilà, pour pareil, je m'attendais pas à un truc extraordinaire, je m'attendais quand même à un bon feel good moment à la fin. Mais voilà, dernière phrase que j'avais marqué dans mon point, voilà, c'est un match qui est loin d'être dégueu. Et que je trouve vachement bien, voilà, j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc je dis, bon allez, on a fait un truc à l'entrée pas terrible, ça se rattrape bien. Donc il est temps de passer au troisième match, on va voir ce que ça donne. Troisième match de cette soirée, et également le seul match pour lequel aucun titre n'était en jeu, c'était donc Damien Priest contre Le Miz dans un match des bûcherons, un Lumberjack match. Et là, on va faire un énorme coucou à la nouvelle série, ou je sais pas si c'est un film ou une série, où Batista va jouer dedans, qui s'appelle The Army of Dead, je crois, l'armée des morts, ou quelque chose comme ça, qui arrivera sur Netflix le 21 mai, je crois. Même sur le Netflix français, si jamais ça se pose la question. Et donc d'après ce qu'on a pu voir, parce que même l'intro du show, hein, ça va tourner que là-dessus, Batista il va même tweeter. Voilà, en gros c'est Batista et son équipe qui font face à une armée de zombies. Du coup, un certain monsieur dont je ne citerai pas le nom a peut-être dû se dire, il fait des zombies, on lui fait sa promo, il a tweeté. On va s'amuser, je vous propose un petit truc les gars, les bûcherons, qui s'est peut-être préparé, hein, tout ce qui est tous les gugus du Trash 24, et peut-être avoir bien parlé et tout. On sait pas, et ben non, on va pas les mettre, on va mettre des zombies. Voilà, alors est-ce que les zombies c'était peut-être des catcheurs déguisés, je sais pas, j'ai pas eu plus d'informations là-dessus. Mais bon, là oui c'était bizarre, voilà, le match se lance, et puis bon backstage on voit un petit moment où voilà, où John Morrison discute avec le Miz en mode ouais t'inquiète, une stratégie, je vais aller voir les bûcherons pour leur dire que faut pas qu'ils s'en prennent à toi et tout, et finalement on va voir John Morrison qui, au moment d'ouvrir la porte là où sont censés être les bûcherons, il va tomber sur une armée de zombies, comme par hasard. Donc c'était un peu bizarre finalement, bon voilà, ils auraient peut-être pu faire ça pour un extrême gros de show d'horreur, j'en sais rien pour lui. Mais du coup voilà, le match va commencer, ce sera des zombies, voilà, qui vont juste tourner autour du ring, qui vont essayer de bouffer quelqu'un à chaque fois qu'il va à l'extérieur. Là c'est pas vraiment, dès que quelqu'un sort ils vont lui taper dessus, non, c'est juste ils vont essayer de le bouffer comme un zombie dans Call of. Et qu'est-ce que je vous dis, c'était pas... En fait le truc là c'est que j'ai marqué MDR, c'était totalement débile mais c'était fun. Alors pourquoi c'était fun, je n'en sais rien, sachant que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs reviews, des fois je peux avoir un avis
un premier avis en regardant le show, en faisant une review directement. Et de toute façon, cette vidéo devrait voir le jour même où je l'enregistre, normalement. Au pire des cas, le lendemain, le mardi 18, mais je pense pas. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça con, mais je me suis dit, bon, ça allait, quoi. Ça va, c'était pas non plus... Voilà, on a eu John Morrison qui est venu faire quelques cabrioles pour essayer d'aider le Miz. Bon, ça n'a pas fonctionné plus que ça. Il a fait des trucs assez stylés, bon, histoire de montrer qu'il sait encore se débrouiller, le garçon. Mais non, puis voilà, rien de plus. Et puis après, il est parti du côté des écrans, derrière les barrières. Il a dû se faire bouffer par un zombie, c'est pareil. Et puis le Miz, c'est pareil, qui va finir KO à la fin, après la prise de finition de Damien Priest, qui lui va partir. Et tous les zombies vont monter sur le ring, donc on va se dire, bon bah c'est fini, le Miz il va se faire manger par un zombie, c'est terminé, adieu le Miz, bisous. Donc j'étais en train de me dire, comment on va faire revenir le Miz du coup, la semaine prochaine, d'ici quelques temps, est-ce qu'il va prendre une pause, revenir plus tard? Est-ce que c'est définitivement fini entre Damien Priest et le Miz? Bah d'un côté oui, parce qu'il s'est fait manger par un zombie, donc techniquement il est pas censé revenir, ou alors s'il faut il va revenir la semaine prochaine à Raw. Enfin la semaine prochaine, non, parce qu'on est lundi, donc peut-être qu'il va revenir ce soir à Raw. Je sais pas, avec se faire vacciner pour redevenir normal, ou il va arriver en zombie, et puis quelqu'un va essayer de l'aider. Je sais, peut-être qu'il reviendra pas tout de suite, hein, je n'en sais rien du tout. Mais je me demande quand même comment ils vont réussir à nous faire revenir le Miz, parce qu'après s'il revient en mode « Oh non ça va, finalement ils m'ont rien fait, je suis vacciné » ou une blague comme ça, ou... Bon, voilà, ce sera pas spécialement plus drôle que ça, mais... Voilà, si vous voulez, c'est pas spécialement nul, c'était un peu rigolo, c'était un peu fun, donc voilà. Si vous voulez perdre 10 minutes de votre temps, mais de manière assez fun, voilà, vous pouvez le regarder, c'est pas grand chose, voilà, vous allez pas vous éclater devant, mais des fois il y a des sensations comme ça où vous savez que c'est pas terrible, mais vous regardez quand même. Bah là c'est pareil, vous savez que c'est pas terrible, mais vous regardez quand même parce que c'est rigolo, parce qu'il y a des zombies, nanana, et... Merci Batista et victoire de Damien Priest. Voilà, et le Miz qui finit mangé par les zombies. Rendez-vous ce soir à Raw pour avoir plus d'informations à ce sujet. Match suivant, on enchaîne avec le match pour le titre féminin du roster bleu, le titre féminin de SmackDown, à savoir Bianca Belair qui défendait son titre contre Bayley. Donc j'ai pas besoin de préciser que logiquement Bianca Belair a conservé. Là par contre je vais avoir énormément de sel sur ce match qui m'a fait... Je crois que c'est le match où j'ai vraiment le plus craché dessus pendant toute la soirée, sachant que entre celui-là et l'opener, les deux j'en attendais aucun. Et finalement l'opener comme je dis était mauvais mais ça allait, par contre celui-là je me suis vraiment pas amusé. Et du début jusqu'à la fin c'était vraiment totalement pété pour moi. Déjà premier point. Énorme domination de Bianca Belair. Voilà, sur toute la durée du match, globalement, on va voir que elle. Voilà, même les premières minutes de la rencontre, ce sera vraiment 100% derrière elle qui aura totalement l'avantage. Et comme l'a souligné Christophe Ajus, parce que je l'ai regardé en VF, on a maintenant la possibilité de le suivre en français. Ça l'était le cas avant, c'était plus québécois, mais non, on peut le suivre en français, voilà, c'est commenté par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. C'est très bien, hein, évidemment, on se plaint pas, c'est toujours chouette d'avoir des commentaires en français. Mais voilà, comme a souligné Christophe, c'est que on voit, je crois que Nadir l'avait rejoint aussi sur cet avis, c'est que il nous semble que Bianca Belair a l'air d'être un peu plus sûre d'elle, un peu plus... comment dire, voilà, elle est, enfin, oui, le mot exact c'est vraiment sûre d'elle, elle sent plus confiante dans le ring, même au niveau de ses gimmicks, de sa prise, on la sent plus puissante, un peu plus déterminée, un peu plus confiante en tant que championne, et c'est vrai que ça faisait un peu plaisir à voir, de la voir un peu plus combatif et moins, comme il disait totalement, hein, c'était vrai, avant, ou juste une fille certes très puissante, mais un petit peu discrète sans plus. Donc ça faisait quand même plaisir d'avoir une Bianca Belair assez combative qui a, comme je le disais, surtout le début, a dominé à 95% du temps. Par la suite, alors par contre, hein, évidemment, ça peut pas durer aussi bien. On a eu, je sais plus ce que c'était, je crois qu'on a eu un moment où Bianca Belair, je crois, qui s'est fait écraser sur un escalier à l'extérieur, qui va re-rentrer dans le ring. Bayley va tenter un tombé et on va avoir un dégagement totalement abusé de Bianca Belair qui va carrément mettre Bayley dehors. J'ai trouvé ça d'une débilité. Alors autant déjà quand on le fait avec Strowman sur des petits gars, moi ça me fait vraiment pas rire, je trouve ça vraiment bizarre, même trop exagéré et aucunement réaliste. Mais alors là, bon, entre Bianca Belair qui certes je peux comprendre qu'elle est puissante, mais Bayley, bon bah voilà, faut peut-être pas exagérer les gars. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu débile.
Par la suite, voilà, comme je dis, Bayley, j'en ai rien à péter. Voilà, c'est autant je le disais des fois que son ding dong hello, ça me faisait un petit peu rire. Autant in ring, j'en ai rien à péter de Bayley. Donc désolé pour vous si vous l'aimez, moi c'est pas le cas. Autre chose qui m'a fait bien rire. Ah oui, alors à un moment, on va voir une Bayley qui va tenter un saut à l'extérieur pour aller s'écraser sur genre de topé suicida qui va vouloir aller toucher Belair. Qui va tout simplement, pas contrer, hein, qui va juste se pousser. On va avoir une chute à l'extérieur qui m'a fait rire. On avait l'impression que c'était un gros, je sais pas moi, un gros tas qui saute et qui va venir s'éclater à l'extérieur. Ça m'a fait, c'était super drôle. Je trouve ça vraiment débile. c'est encore, il y avait un contre de Bianca Belair, ça aurait pu être stylé en mode ouais, tente ça, elle est contrée, bon bah dommage pour elle, elle a tenté un saut à l'extérieur, c'est bien. Mais là, non, elle a juste sauté à l'extérieur, elle s'est éclatée comme une merde au sol. Donc ça m'a fait plutôt rire. Et puis les deux derniers points vraiment un peu catastrophiques dans ce match, c'est que les seuls moments où Bayley a réussi à prendre l'avantage dans le match, j'ai remarqué que c'était uniquement via des contres en fait, et j'étais là en mode bon bah ouais, on a mis Bayley parce qu'on a peut-être aucune solution pour l'instant, mais pour une première défense de titre, ouais, c'était vraiment pas terrible quoi, c'était un peu cucu, c'était comme je dis, globalement c'est Bianca Belair qui avait l'avantage sur tout le match, et puis voilà, comme je l'ai dit, c'est que du coup, ouais, les matchs, pendant le match, voilà, Bayley elle avait l'avantage que sur des comptes, c'était jamais autre chose, et j'ai trouvé ça vraiment débile. Donc le finish n'en sera pas mieux, parce que d'après ce que j'ai cru voir, il faudrait peut-être que je revoie la scène, histoire d'être sûr si c'est bien ça, si j'ai bien vu ça, mais il me semble que sur le tombé final, c'est un tombé retourné, je crois pas que Bayley avait les deux épaules au sol, il me semble pas. Alors à vérifier, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire à ce sujet-là. Mais il me semble pas qu'elle avait les deux épaules rivées au sol, donc bon bah voilà, tant pis. Dans tous les cas, Bayley à la fin a pété un câble comme d'habitude en disant que le tombé n'était pas légal, enfin tout ça. Donc j'ai un peu peur que ça continue entre les deux malheureusement, et déjà que le match n'était pas terrible, le premier, s'ils doivent en refaire un autre, je pense pas qu'il sera meilleur. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match qui m'a laissé totalement pantois. Voilà, comme dirait un certain Sturé. On va arriver à l'avant-dernier match de la soirée. Il s'agit d'un triple menace pour le titre WWE, à savoir Bobby Lashley qui défendait son titre contre Braun Strowman et Drew McIntyre. À savoir que le début du match, j'ai trouvé quelque chose de plutôt intelligent. En fait, Lashley va proposer à McIntyre de faire équipe, qui se mettent ensemble pour se mettre à, voilà, de faire un 2 contre 1 contre Strowman. Parce que comme l'a dit Lashley, en début du match, avant que la cloche il faut que la cloche avait sonné, mais ils se sont regardés. Il lui a dit, écoute, Strowman, il n'y a rien à faire là, c'est juste entre nous, viens, on se met à 2 contre lui. Et finalement, ça n'a pas pris de le premier coup, ce que Strowman va un petit peu contrer. Mais ils vont faire un petit peu de travail ensemble, et puis ça paraissait un peu bizarre, mais on se disait finalement, bah c'est pas si con, parce qu'ils ont raison en fait. Celui qu'il faut éliminer c'est Strowman, parce qu'il a rien à faire là. L'histoire Lashley-McIntyre, c'est juste entre eux l'histoire. Donc là oui, vu le résultat du match, voilà, je vais y arriver après mes quelques points. C'est vrai que c'était un bon point de dire faut se mettre à 2 contre 1, donc c'est arrivé, il y a eu quelques points là-dessus, il y a eu une petite souplex qui était plutôt stylée. De ce que j'ai noté par la suite, ah oui, on a eu le droit à une genre de Swanton à l'extérieur de Strowman qui était voilà, sur le bord du ring, qui a sauté sur les deux. Bon, c'est sûr, voir Strowman faire ça, ça arrive jamais, mais bordel que c'était stylé à regarder. Et j'ai vraiment marqué par la suite une grande démonstration de puissance, parce que ce soit Strowman qui soulève Lashley de manière totalement normale, que ce soit Lashley pareil qui va faire des genres de, je sais pas, des genres de prises, un genre de spinebuster, je sais pas comment c'est exactement, où il va soulever Strowman d'une puissance incroyable, ou même quand Strowman va se lancer sur McIntyre pour le chouchou qui va le faire passer par-dessus lui avec une belly to belly overhead suplex, c'était juste incroyable. Et voilà, vraiment une grande démonstration de puissance. C'était beau à voir 3 colosses du roster rouge qui se battent, c'était quand même sympa, malgré le fait que Strowman était là, c'était quand même sympa. Par contre, voilà, il va y avoir un segment, un moment, à l'extérieur, où McIntyre va carrément balancer Lashley dans le décor. Là, on va avoir le droit à des petites étincelles qui va carrément détruire le décor.
Et par la suite, ce sera un 1v1 entre Braun Strowman et McIntyre qui était vraiment très bien. J'ai marqué très sympa le petit 1 contre 1 entre Strowman et McIntyre. J'ai trouvé ça vraiment bien. Mais on va avoir le droit, encore une fois, malheureusement, à un finish tout pété. C'est que on essaye de faire oublier Lashley. Et quand on peut avoir une petite ouverture entre les deux qui sont déjà dans le ring, on dit ouais ça peut se terminer là-dessus. Eh ben non, en fait pas du tout, c'est que ça va se finir à un moment où McIntyre va prendre l'avantage sur Strowman, mais voilà, il va balancer, Lashley va revenir, il va balancer McIntyre à l'extérieur, Lashley va en profiter pour caler un spear d'une puissance incroyable sur Braun Strowman, et évidemment Strowman va prendre le pin parce que voilà, on essaie de gratter un petit peu. Attention, Strowman c'est un peu comme Asuka, on s'en fout, hein, il est là pour faire un peu de spectacle là, maintenant. Et voilà, et on protège un peu McIntyre, peut-être un peu plus tard, en vue de lui redonner le titre devant le public, je sais pas, au SummerSlam peut-être, ou peut-être lui faire une petite pause parce que lui aussi il mérite, je sais pas, mais en tout cas on a essayé de protéger Drew McIntyre, et j'ai trouvé pareil malheureusement le finish un peu pété pour ce match. Voilà. Mais en soi, c'était quand même un bon match, j'étais quand même globalement satisfait, c'était pas mal, voilà, franchement c'était pas mal. Là par contre, on va arriver sur le main event qui était pour moi sans hésiter le match de la soirée. J'ai eu un petit coup de cœur sur ce match, voilà, j'irais pas à dire que c'était le match du siècle ou le match de l'année, mais voilà, pour un pay-per-view qui ouvre cette nouvelle saison de WWE après WrestleMania, voilà, moi je trouve que ça commence plutôt bien. Voilà, faut commencer à être positif. Alors évidemment, il y a des trucs pas très bons dans le show, hein, mais moi voilà, ce match pour le titre universel, j'ai trouvé vachement bien, et c'est sur cette vidéo qu'on terminera. C'est sur ce match qu'on terminera cette vidéo. Donc voilà, match pour le titre universel. Roman Reigns défend contre Cesaro, le Superman suisse. Et en vrai, déjà j'avais une hype incroyable pour ce match. J'avais vraiment envie de le voir. Après, comme j'ai dit dans la preview, si vous l'avez écouté, je vous avais dit, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que oui les gars, on a envie de voir Cesaro dans un match pour le titre universel, on l'a eu, il a été bien protégé à la fin, notre petit Cesaro, donc il y a possibilité qu'on le revoie d'ici quelques temps. Voilà. Mais voilà les gars, il fallait bien se douter que Cesaro n'allait pas gagner, on se doutait bien que même si Reigns devait perdre son titre, c'était sûrement pas à ce moment-là, c'était pas le bon moment, et oui, du coup c'était sûr qu'il fallait se douter que Cesaro ne gagne pas, il fallait pas s'attendre à quelque chose de fou. Donc je suis allé voir sur Twitter, alors Twitter en même temps c'est compliqué parce que des fois on a juste des gens qui donnent leur avis et tout, mais généralement Twitter, on va pas se le cacher, c'est souvent des rageux, voilà. Surtout dans le catch, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous allez bien trouver quelqu'un qui va vous insulter parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, voilà. Mais bon, ça en même temps c'est Twitter. Mais voilà, donc fallait bien se douter que quand on voit des rageux qui disent ouais, Reigns a gagné, Cesaro a perdu, c'est pas normal, VVE ils vont enterrer Cesaro et tout. Non, ils n'ont pas spécialement enterré Cesaro, Cesaro a fait un match incroyable, je vais venir dans quelques instants sur les points que j'ai notés. Mais les gars, faut bien vous dire que moi-même j'aimerais avoir Cesaro champion, j'aimerais avoir des choses qui changent, mais on peut pas. Et malheureusement, il faut faire avec et essayer de voir le positif dans le négatif. Et là, il fallait bien se douter que Cesaro avait aucune chance de gagner vu l'état actuel des choses et la construction du match. Même si la construction du match, comme je l'ai dit dans la preview, était vraiment très bonne. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Du coup, premier point sur le match pour le titre universel. Donc déjà, j'ai noté, première chose, la chute à l'extérieur de Cesaro qui va tomber sur le bras, sur l'épaule, enfin bref, qui va vendre pendant tout le match. Voilà, la chute a fait un petit peu peur hein, quand ils l'ont montré au ralenti. Donc est-ce qu'il s'est vraiment fait mal ou est-ce que c'est juste pour le match, je sais pas. Après, vu qu'on a pas mal travaillé dessus par la suite et même après le match, on en parlera après. Voilà, mais de base la chute était un petit peu flippante. Deuxième point, j'ai marqué que en vrai dans le ring, c'était bien, c'était plutôt sympa. Même quand les deux se rendaient les coups, franchement c'était vraiment cool. On a le droit à des coups de la cordinge à un moment qui à vous défoncer la tête, c'était incroyable. Le saut à l'extérieur par-dessus la troisième corde de Cesaro là, qui a pris son élan pour aller atterrir sur Roman Reigns côté table des commentateurs, j'ai trouvé incroyable, et c'est encore plus à ce moment-là qu'on se dit bordel, mais c'est d'ailleurs le point que j'ai noté juste après le saut à l'extérieur, j'ai marqué mon dieu, mais Cesaro doit tellement devenir champion, même si c'est pas spécialement universel ou quoi, mais il faut vraiment que Cesaro ait une ceinture, alors de préférence une ceinture un minimum bien, on va dire, voilà, genre au minimum intercontinental, parce que bon, États-Unis, bon bah
n'a pas l'impression que ce titre ait énormément de prestige quand même, mine de rien, même si voilà, les matchs des fois pour lesquels ce titre est défendu est très bien, mais voilà, même si Sheamus en ce moment en tant que champion est très très bien, je ne me plains pas là-dessus, mais voilà, il faut vraiment que Cesaro ait une ceinture, parce que mon dieu, on l'a vu, on a vu un Cesaro il y a quelques temps de ça, même des fois Main Event quand il était, maintenant on sait ce qu'est un Cesaro pas poché, où on s'en fout dans le match, où on peut le faire perdre, on en a rien à péter, et on sait ce que c'est un Cesaro combatif, puissant, qui se laisse pas faire, déterminé, motivé, voilà, on sait ce que c'est. Alors après, nul doute, hein, on savait très bien que Cesaro était une superstar incroyable, super puissante, badass, tout ce que vous voulez, sympathique, on le savait. Mais là, pour ceux qui en doutaient encore, là, il n'y a plus de doute, les gars. Là, ne venez pas me dire que Cesaro, il méritait pas, il a bien fait de perdre, ou qu'il c'est pas un bon catcheur. Non, les gars, là, il n'y a aucun doute. Cesaro, il a fait un match incroyable. C'est d'où le fait que j'ai aimé ce match et que pour moi, c'était le main event, c'était très bien choisi. Il fallait pas qu'il y ait un autre main event. Et non, Cesaro, il est juste incroyable. Alors, après, comme je le disais, pour moi, je pense que c'est la meilleure défense de titre de Roman Reigns depuis qu'il est champion et depuis qu'il est surtout invaincu depuis Payback, si je dis pas de bêtises. Donc oui, pour moi, c'était la meilleure défense de titre de Roman Reigns, sans hésiter. Et surtout, voilà, comme je le disais, une victoire clean de Roman Reigns qui a gagné clean. C'est-à-dire que c'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps, Roman Reigns a gagné sans l'intervention de quelqu'un. Alors on se doutait bien que si quelqu'un devait intervenir, bah ça allait être Jey Uso, mais il n'est pas intervenu. Roman Reigns a gagné clean, normal, voilà, par soumission. Cesaro a perdu connaissance, bon bah voilà. Mais il a battu normalement, sans l'aide de quelqu'un, sans un petit Jey Uso pour venir mettre un super kick par-ci par-là. Et bon, j'ai marqué du coup une victoire clean, bon dommage que ce soit sur Cesaro. Mais voilà, on se disait bien que si Jey Uso ne venait pas pendant le match, enfin il ne venait pas au début ni pendant, il allait bien venir à la fin. Évidemment, sans surprise, comme je l'ai noté, alors voilà, j'ai marqué voilà une défaite, mais un match totalement incroyable que je vous invite à regarder. J'ai vraiment beaucoup aimé ce match, j'étais tellement investi derrière Cesaro que au moindre retombée, j'y croyais, mais au fond de moi, je me doutais bien qu'il n'allait pas gagner. Mais voilà, j'étais vraiment beaucoup investi dans ce match, comparé à d'autres matchs. Donc voilà, donc comme je le disais, bah, s'il n'y a pas Jey Uso au début ni au milieu, il arrivera à la fin. Donc voilà, Jey Uso qui va arriver en bon toutou, remettre j'en sais rien, genre de collier là autour du cou de Roman Reigns. Et puis Reigns qui veut dire, bah vas-y, finis le travail pour de bon, termine-le. Et j'étais en train de me dire, est-ce que c'était vraiment utile l'attaque de Jey Uso sur Cesaro, histoire de bien... De bien encore le fatiguer, lui faire mal, travailler sur le bras encore plus. Et puis on se dit, bon bah voilà, il veut rajouter sa petite touche, et ben ce sera pas terminé, on terminera pas le show là-dessus malheureusement. On va avoir Seth Rollins qui débarque avec un costume aux couleurs de comme si on lui avait renversé un pot de peinture sur le costume. Je trouve, enfin, moi, il a toujours des costumes un peu particuliers, Seth Rollins. Et c'est lui qui va terminer un petit peu le show, à savoir voilà, il va mettre un terme pour de bon à la soirée, il va totalement détruire Cesaro. Voilà, il va travailler sur le bras, sur l'épaule, ça va se terminer voilà, avec des coups de chaise, il va lui éclater le bras, l'épaule pareil, à coup de chaise au niveau du coin. Et bon voilà, est-ce que c'est l'événement qui va faire une énorme pause pour un futur retour peut-être au SummerSlam pour Cesaro? En tout cas, je doute qu'on le voie cette semaine à SmackDown, ou alors peut-être qu'il sera là mais entre guillemets blessé. Donc voilà, moi je pense que c'était sur le fait de dire on va pas trop voir avant un moment, même si il a fait ça, on se doute bien que si jamais il doit revenir pour le titre universel, il y aura toujours un certain Seth Rollins qui sera pas très loin. Donc je pense que d'abord s'il doit revenir, ce sera pour terminer cette histoire avec Seth Rollins, si un jour ça se termine. J'ai l'impression que ça fait 6 ans et demi qu'ils sont sur cette histoire. Donc voilà, donc je pense que ce sera, quand il reviendra, il terminera sûrement l'histoire avec Seth Rollins, et que peut-être si après il a le droit à une autre chance pour le titre universel, ce serait bien. Néanmoins, voilà, on aura sûrement plus d'informations. Déjà, donc ce soir à Raw concernant peut-être une suite, quel futur adversaire pour Bobby Lashley.
Et surtout vendredi soir à SmackDown pour voir l'évolution de la rivalité entre Bayley et Bianca Belair, qui pour moi c'est sûr que c'est pas terminé, et du coup voilà, voir qui est le futur challenger pour Roman Reigns, quelle sera la suite des événements pour les frères Uso, Jimmy J, et à voir voilà, si Cesaro reviendra soit en tant que soit en tant que blessé, soit en tant que catcheur blessé, soit est-ce qu'on le reverra pas pendant un moment. Après l'attaque, moi je trouve que ça pourrait être un bon point voilà, pour lui faire une pause et peut-être un jour gagner un titre devant les fans. On sait jamais, on est chez VVE, tout peut arriver. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté pour cette review de ce WrestleMania Backlash qui était donc voilà, le premier pay-per-view de cette nouvelle saison de chez WWE. Un premier pay-per-view qui... voilà, je pense, a bien ouvert cette saison. Ça commence bien, ça fait déjà pas mal d'années qu'on était habitué à avoir des années de daube. Et moi, je trouve que c'est un bon point. Voilà, faut pas voir que le négatif. Faut essayer de voir le côté positif, de s'encourager un peu en disant allez, ça peut bien commencer. On va voir quelles seront la suite pour les épisodes de Raw et SmackDown, la suite des évolutions, la suite des rivalités et la suite des événements en général. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos avis en commentaire pardon, sur ce pay-per-view, sur des matchs en particulier. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, que je le répète, vous pouvez donner votre avis en commentaire de manière normale. On n'est pas là pour s'insulter parce que j'ai dit du mal de quelqu'un, sinon vous pouvez dire ça sur Twitter. Ici on reste normal. Voilà, donc vos avis m'intéressent et on se donne rendez-vous, je pense, soit en fin de semaine pour la vidéo achat du moment, sinon pour une prochaine vidéo catch, je ne sais pas, on va pas attendre le prochain pay-per-view qui se tiendra le 20 juin, à savoir Hell in a Cell. Je pense qu'on essaiera de vous refaire un pod catch d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. On verra avec le retour de Monsieur Vipé. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas, voilà, comme je disais, l'espace commentaire est à vous, vous vous abonnez, vous partagez si vous le voulez, vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne de Raven. Des bisous à tous, salut, ciao.